En Algérie, 62, il suffit de dire ça, et pour les gens, ça fait référence à plusieurs événements. Donc selon le contexte, il faut écouter pour savoir est-ce que les gens font référence à la crise, ou est-ce qu'ils font référence à l'indépendance, les festivités, la fin de la guerre, l'OAS. Et dans l'année 1962, il y a même d'autres noms qui viennent se mettre, d'autres noms de périodes. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui est Malika Rahal. Bienvenue Malika. Merci, bonjour. Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie, et vous êtes directrice depuis le début de l'année de l'Institut d'histoire du temps présent. Vous publiez Algérie 1962, une histoire populaire aux éditions La Découverte, et le mot le plus important du titre, c'est populaire. Vous êtes allé de l'autre côté de l'histoire officielle pour interroger les gens, pour voir comment ils avaient vécu cette année 62. À quelles archives nouvelles vous êtes-vous abreuvé ? Alors la difficulté qu'on a quand on est un historien de l'Algérie, c'est que des fois on a des difficultés d'accès aux archives françaises, mais encore plus aux archives algériennes. Et du coup j'ai fait plusieurs choses. J'ai utilisé des mémoires qui étaient publiées par les acteurs, j'ai fait des entretiens. J'ai aussi, combien alors j'en ai fait beaucoup dans des enquêtes précédentes, donc j'en ai fait en tout dans ma vie peut-être 80, et j'en ai réutilisé beaucoup pour cette enquête, parce qu'il y avait toujours un moment où mes témoins me parlaient de 1962. Et en fait c'est en les écoutant que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre sur l'année 62. Et puis après, je suis allée chercher des archives un peu inattendues et des points de vue un peu inattendus, des archives américaines, par exemple, pour trouver comment le consul américain en Algérie racontait l'année 1962, ou les archives suisses pour voir comment les agents de la Croix-Rouge racontaient cette année aussi à nul autre pareil. Oui, ils sont moins impliqués, ils sont à une autre distance, ces gens-là. Ils sont à une autre distance, mais en réalité, ils sont quelques-uns à être sur le terrain. Ils sont dans leur voiture, ils voyagent à travers le pays, et du coup, ils racontent beaucoup ce qu'ils voient. Ils racontent pour renvoyer à leur hiérarchie, pour dire un peu ce qui se passe sur le terrain. Tout ne les intéresse pas, mais en fait, dans leur description, du coup, on trouve des confirmations ou des contradictions avec les entretiens faits avec les témoins, et c'est super intéressant. Ça fait penser d'ailleurs à Wikileaks, aux notes qui étaient aux notes sur l'Algérie qui étaient envoyées par Wikileaks. Cette année 1962, dites-nous, est un chrononyme. C'est quoi un chrononyme ? Alors un chrononyme, c'est une date qui donne son nom à un événement. Donc 1968 pour la France, c'est un chrononyme. Ou 1945 pour la France, c'est un chrononyme, qui n'est pas le même chrononyme en Algérie. Pour la France, ça fait référence à la libération après la Seconde Guerre mondiale, la fin de la guerre en fait, 44-45. Et puis pour l'Algérie, 45, très vite, c'est le 8 mai 45, les massacres du 8 mai 45. Mais c'est une date qui devient, Sétif, Guelma, toute la répression dans le Constantinois. On a des émeutes et on a une répression qui dure plusieurs semaines, qui fait des dizaines de milliers de morts. Mais dans les deux cas, on a un nom de date qui devient le nom de l'événement. Et finalement, en Algérie, c'est pas autant le cas en France, mais en Algérie, 62, il suffit de dire ça, et pour les gens, ça fait référence même à plusieurs événements. Ça fait référence à tout ce qui se passe durant cette année, ça devient un raccourci. C'est pas un événement, en fait. Si on dit 62, l'Algérie, on dit pas indépendance. Alors on peut dire indépendance, tous ces mots en fait sont finalement cohabitent finalement, les gens disent indépendance, ou ils disent aussi la crise, pour dire la crise de l'été 1962 à l'intérieur du FLN. Et donc selon le contexte, quand les gens vous disent 62, même en arabe d'ailleurs, les gens vous disent 62, en 62, ils le prononcent en français, ce qui en fait est bien l'indicateur que c'est le nom de l'événement finalement. Donc selon le contexte, il faut écouter pour savoir est-ce que les gens font référence à la crise, ou est-ce qu'ils font référence à l'indépendance, les festivités, la fin de la guerre, l'OAS. Et dans l'année 1962, il y a même d'autres noms qui viennent se mettre, d'autres noms de périodes. Les gens vous disent parfois facilement « Waqt l'OAS », le temps de la violence de l'OAS, de l'organisation armée secrète. C'est aussi un nom d'événement, un nom d'une période particulière qui fait référence à certains événements. Et tout ça s'emboîte. Et alors, on commémore cette année le 60e anniversaire des 62. Qu'est-ce que ça va changer par rapport au 50e anniversaire ? Alors, 50 ans, c'était quand même une date. 62 a été, le 50e anniversaire de 62 a été occulté d'une certaine façon en Algérie ? Alors finalement, le 50e, il a été commémoré. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y en a eu en France, il y en a eu en Algérie. Ce que moi, j'avais trouvé intéressant quand j'avais y compris participé à l'organisation d'événements, c'était le fait que en Algérie, en 2012, on parlait beaucoup
de la guerre. On parlait beaucoup de 1954, le déclenchement de la Révolution et de la guerre d'indépendance. Mais finalement, les récits de 1962 étaient presque inexistants. Il y en avait quelques-uns dans la presse. Il y avait des journalistes qui étaient allés interviewer des témoins pour qu'ils racontent ce qu'ils avaient vécu en 1962. D'ailleurs, j'ai réutilisé, moi, ces récits. J'ai pu les récupérer et les réutiliser. Mais, par exemple, j'avais organisé un grand colloque avec beaucoup de collègues. On avait organisé un grand événement à Oran en 1962. Et puis, au moment où on a reçu les propositions de papier, on avait des choses sur l'écho de la Révolution algérienne et de 1962 à Cuba, en Amérique latine, en Chine, aux États-Unis, en France. Ouais. Mais en Algérie, nous dire concrètement les gens, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu ça, même quelque chose sur la crise d'ailleurs. On n'avait pas de retour sur ce qu'avait été 62 en Algérie. Et du coup, cette idée, elle est restée dans ma tête depuis ce moment-là, de me dire, mais il faudrait à un moment donné que quelqu'un s'assied pour écrire cette histoire. Au bout d'un moment, je me suis dit, finalement, ça va être moi qui vais écrire cette histoire. C'est de là, parce que vous dites, ce livre est né d'une frustration. C'était cette frustration-là que vous aviez en tant qu'historienne. Oui, finalement, pendant que j'organisais ce colloque, je me disais, mais qu'est-ce qu'on sait sur comment les gens, je sais pas, dans les autres guerres, on le sait. Par exemple, Seconde Guerre mondiale, en Europe, on a des gens qui ont travaillé sur le retour des réfugiés. Comment les grandes ONG internationales ont organisé le retour des réfugiés, ceux qui sont restés, pas restés, ceux qui sont restés dans des camps pendant encore très longtemps. Mais alors, beaucoup vont découvrir que c'est arrivé en Algérie. Qu'il y a des réfugiés qui sont arrivés du Maroc, par exemple. Vous racontez comment ils passent à Oujda. Enfin, cette histoire-là, personne ne la connaît. C'est énorme. Finalement, quand j'ai commencé à le raconter, alors d'abord j'ai écrit des choses sur mon blog quand j'ai commencé à découvrir ces archives. Donc je suis allée en Suisse, je suis allée aux archives de la Croix-Rouge, aux archives du HCR et aux archives de la Ligue de la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et là, j'ai réalisé que d'abord, on avait quand même un nombre colossal de réfugiés. On en a plus de 300 000 Algériens en Tunisie, au Maroc. Ils y sont depuis 57-58. Alors 300 000, il faut le rapporter à la population de l'époque. Oui, c'est 9 millions d'habitants, les Algériens. Oui, c'est 10 ça. Millions d'habitants pour la totalité de la population en Algérie. Donc c'est quand même colossal. Et on a une grande implication de ces ONG et des gens qui veulent en fait faire revenir très vite ces gens. Donc dès la fin de 1961, la Croix-Rouge, le HCR, le FLN avec son GPRA, son gouvernement provisoire de la République algérienne, commencent à discuter de savoir, ok, s'il y a un cessez-le-feu, comment on va les ramener vite? C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'en fait, les frontières sont complètement minées, parfois sur 10 km de large, que du coup, on ne peut pas laisser les gens rentrer par leurs propres moyens parce qu'ils vont sauter sur des champs de mines, qu'il faut créer des passages sûrs. L'autre problème aussi, c'est que dans un pays complètement écrasé par la guerre, ces gens n'ont pas forcément où rentrer. Donc, il va falloir créer des camps pour leur arrivée dans le pays. Il va falloir trouver où les installer. Et en fait, on le sait pas très bien en Algérie, mais pour les organisations internationales, c'est une immense affaire. C'est le moment où les organisations internationales veulent montrer qu'elles ne s'intéressent pas qu'à des réfugiés européens. Donc elles choisissent quelques cas dans le reste du monde. Les Européens, c'est... Les Européens, c'est les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on choisit quelques cas. On a le Rwanda, on a le Congo, on a l'Algérie, on a plusieurs cas comme ça. Et on se dit, ok, l'Algérie, il va pas falloir se rater. On va organiser une opération modèle qui va nous aider à créer des procédures qu'on va pouvoir ensuite réutiliser après. Ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que les Français d'Algérie ne sont pas les premiers à partir en 62. Qui sont les premiers à partir? Alors en fait, ils commencent à en partir dès avant 1962, c'est-à-dire que à mesure que, si vous voulez, la fin de la guerre approche et que on commence à sentir que ça va être l'indépendance, qu'il y a un premier référendum en France au début de 1961 qui permet au général de Gaulle de poser la question de l'autodétermination en Algérie. Pour beaucoup de gens qui commencent à être un peu lucides sur ce que va être cette fin de guerre, s'il y a une autodétermination en Algérie, ça va être l'indépendance. Et il y a énormément de Français qui ne se reconnaissent pas dans cette République algérienne qui vient, qui considèrent qu'un pays
où il y a l'égalité, c'est un pays qui va trop changer leur compte. Ça va plus être leur pays, ça va plus ressembler au pays dans lequel ils vivent et où ils aimeraient continuer de vivre. Donc on voit en fait des vagues de départ qui commencent dès avant 1962 et on voit aussi des gens qui se préparent. Donc par exemple des gens qui envoient leurs enfants, des gens qui envoient leurs meubles ou qui envoient leurs capitaux et qui petit à petit se rapprochent des grandes villes au cas où plus tard il faudrait partir. Il faut partir vite. Ouais. Donc 62 c'est en même temps super brutal parce que tout d'un coup en une seule année on a 650 000 Français qui partent sur environ 1 million, donc c'est un départ vraiment massif. Mais tous les Français sont pas partis en 62. Mais d'abord tous les Français sont pas partis en 62, ouais. Certains sont partis avant et certains, y compris ceux qui s'étaient un peu préparés à ce départ, se disent bon ben on va rester encore un peu, on va attendre encore un peu, peut-être qu'il y a une expérience à vivre dans ce pays, même si ça n'est pas le nôtre, peut-être qu'on peut tenter quelque chose. Quels sont les grands événements qu'on peut retenir de cette année 62 ? On a les accords d'Évian, par exemple. En gros, on a 3 dates. On a les accords d'Évian qui mettent fin à la guerre telle qu'elle était, c'est-à-dire la guerre entre les Algériens d'un côté, le Front de Libération Nationale, gouvernement provisoire de la République algérienne et son armée, et l'armée française de l'autre côté. On a ensuite, donc ce cessez-le-feu ne prévoit pas l'indépendance, mais prévoit le référendum d'autodétermination. La date n'en est pas fixée, donc ça bouge pendant les mois qui suivent. Ce référendum, il finira par avoir lieu le 1er juillet. Donc c'est pour ça que vous faites aller de la période du 1er au 5. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, référendum le 1er, résultat et transfert de souveraineté le 3, mais pour les Algériens, la date de l'indépendance n'a pas lieu immédiatement. Il y a le choix de ne pas fêter l'indépendance le 3, mais de la fêter le 5. Alors, expliquez pourquoi, oui. Finalement, c'est la date du 5 qui a été choisie. Au fond, c'est quand même un coup de maître, il faut le dire. L'idée, c'est qu'on ne fête pas en présence des Français. Le transfert de souveraineté a lieu le 3, et du coup, quelque part, les festivités, c'est des festivités sans les autorités françaises. C'est très différent, par exemple, de l'indépendance du Congo. Beaucoup de gens connaissent, par exemple, le très grand et très impressionnant discours de Patrice Lumumba le jour de l'indépendance. Mais ce très grand et très important discours de Lumumba, il se fait sous les yeux du roi des Belges. Ils sont encore là d'une certaine façon, les Belges. Le 5 juillet, ils ne sont plus là. Et le 5 juillet, c'est l'écho de la capitulation d'Alger le 5 juillet 1830. Et du coup, ça raconte une histoire de l'indépendance. C'est l'arrivée des Français. Voilà. Donc c'est 5 juillet, arrivée des Français, départ des Français. Ouais. C'est le renversement de la colonisation. Donc on a ces 3 dates début juillet. On sait qui a choisi finalement ? Alors c'est du côté du... Moi, je n'ai pas de... Parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Mais qui a remporté GPRA. C'est le GPRA qui décide de ça et on s'en rend compte parce qu'en fait, beaucoup des festivités et du tempo des festivités sont donnés par le GPRA, notamment les slogans. On voit bien qu'il y a quand même une homogénéité des slogans dans l'ensemble du pays, donc on sait bien qu'il y a de la circulation d'informations et de consignes, notamment le slogan super célèbre des festivités, un seul héros, le peuple. Qu'on retrouvera pour le Hirak. Qu'on retrouve au moment du Hirak en 2019 et qui a lieu dans un contexte où le GPRA est en conflit avec les hommes de Ben Bella et de Boumedienne. Dire un seul héros le peuple, c'est dire il n'y a pas un seul homme qui va figurer le peuple et qui serait Ahmed Ben Bella, un seul héros le peuple, c'est le slogan de la partie adverse. D'ailleurs, vous vous interrogez sur cette héroïsation du peuple algérien. Pour nos jeunes auditeurs GPRA, parce que c'est vrai que pour nous, ça paraît évident, mais pour ceux qui découvrent la période, qu'est-ce que c'est le GPRA ? Alors le GPRA, c'est le gouvernement provisoire de la République algérienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être le plus grand enjeu finalement de la guerre à partir de 1954, c'est que au début de la guerre, le FLN est une petite organisation. Le Front de Libération Nationale, c'est quelques dizaines ou quelques centaines d'hommes au maximum. Et l'enjeu, c'est d'abord de réussir à tenir dans le temps, de ne pas s'écrouler sous la répression, de construire une base populaire et de se constituer en État. Donc tout au long de la guerre, le Front de Libération Nationale va revendiquer les symboles de l'État. Donc revendiquer par exemple la création en 1958 d'un gouvernement provisoire avec à sa tête quelqu'un qui est Farhat Abbas, qui va donner le visage de la République algérienne, et puis se poser aussi par exemple dans les négociations avec la Croix-Rouge au sujet de prisonniers français, dire mais nous,
nous ne discutons pas des prisonniers avec la France. Nous discutons comme n'importe quel autre État, nous discutons des prisonniers avec le CICR, avec la Croix-Rouge internationale. Parce que nous sommes un État comme un autre. C'est très important. Mais et pendant la guerre, il était où le GPRA ? Alors pendant la guerre, le GPRA, et ça c'est un des grands éléments logistiques de la guerre, c'est qu'en fait le territoire algérien est complètement quadrillé et la guerre y est extrêmement violente. En wilaya, hein. Alors dans les wilayas, on sait que notamment à la fin de la guerre, les grandes campagnes militaires françaises vont vraiment éradiquer les combattants de l'intérieur. La force, c'est qu'à partir de 1956, la Tunisie et le Maroc sont indépendants de la France. Et du coup, il est possible pour le FLN et son GPRA d'y installer des bases arrières, d'y installer une armée et d'y installer son gouvernement. Donc Tunis va servir de base arrière de capitale en quelque sorte au GPRA. Algérie 62, alors on en parle alors qu'on va commémorer cette année le 60e anniversaire de l'indépendance en Algérie. J'ai invité ce matin Malika Rahal, qui est historienne et qui publie justement Algérie 62, une histoire populaire aux éditions La Découverte. On parlait des grands événements qui marquaient l'année 62. On a vu cette année, donc juillet 62, mais il y a un troisième temps fort de cette année 62, c'est septembre. Oui, septembre, c'est le moment où, en quelque sorte, la crise à l'intérieur du Front de Libération Nationale est résolue. Alors, c'est quoi l'enjeu de la crise ? Très vite, c'est le gouvernement provisoire d'un côté. À ce moment-là, il est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Ben Youssef Ben Khedda, mais un GPRA qui commence à être divisé et où certaines personnalités souhaitent prendre l'ascendant sur les autres. La personnalité la plus importante, c'est vrai c'est quelqu'un de très populaire, c'est Ahmed Ben Bella, qui noue une alliance avec un autre homme fort de cette époque-là, qui est Houari Boumediene, le chef de l'armée, et notamment le chef de l'armée de l'extérieur, celle qui Ben Bella qui avait été détenu avec les dirigeants. Avec les dirigeants du Front de Libération Nationale. Ils ont été emprisonnés pendant plusieurs années en France, et donc 62, à partir du cessez-le-feu, ils sont libérés, ils reviennent retrouver leurs collègues du GPRA. Et c'est là qu'on se rend compte que l'entente entre eux n'est pas ce qu'elle devrait être, elle n'est pas excellente. Mais il y a cette légende que Boumediene envoie Bouteflika rencontrer tous les détenus en France pour tâter le terrain, pour savoir celui qui accepterait de prendre la tête de l'État algérien, et qu'effectivement c'est Ben Bella qui a dit oui. Oui, alors d'une certaine façon, on a parlé de la guerre, de l'affirmation d'un État, la mise en place d'un gouvernement, mais à partir de 1958, quand le gouvernement provisoire se met en place, la guerre est encore très longue, il y a encore 4 années avant l'indépendance, et cette guerre, cette durée de la guerre, elle permet une militarisation très forte, c'est-à-dire elle permet la structuration d'une armée très nombreuse à l'extérieur des frontières, d'une armée très puissante, et donc d'un Houari Boumediene, chef de l'armée, qui va avoir des aspirations politiques importantes et qui va effectivement chercher des alliés à l'intérieur du gouvernement provisoire et trouver Ahmed Ben Bella qui va en quelque sorte devenir son visage civil. Premier président à de partir de 1963. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en septembre ? Parce que là c'est quand même la mise en place de l'Assemblée algérienne. Oui, alors du coup, pendant l'été, on a des conflits politiques qui ne cessent, des combats aussi entre les hommes de l'intérieur et cette armée de l'extérieur qui rentre. Septembre, c'est le moment où, d'une certaine façon, et les hommes de l'extérieur et l'armée de l'extérieur prennent l'ascendant sur Alger, s'installent dans la capitale et très vite organisent les élections du 20 septembre. On vote pour une assemblée législative et constituante et on nomme du coup le premier gouvernement de l'Algérie indépendante, présidé par Ahmed Ben Bella. À partir de ce moment-là, très rapidement, les premières institutions de l'Algérie indépendante vont pouvoir être mises en place, les ministères, les administrations. Très vite, il va falloir peupler ces administrations. Il faut imaginer que dans les premières semaines, un ministère, c'est une poignée d'hommes et de femmes. C'est très peu de personnes. Il y a des enjeux immédiats. Il faut organiser la rentrée scolaire, par exemple. Ça, c'est tout de suite la grande promesse du nationalisme algérien, c'est l'éducation.
la désorganisation de l'année fait que c'est presque impossible d'avoir un enseignant devant une classe, il faut essayer d'organiser la rentrée. Et après, il y a eu les recrutements à l'extérieur. Exactement, il faut trouver des enseignants algériens, faire revenir des enseignants français qui étaient partis durant l'été, faire venir des enseignants de l'étranger. Comment on les appelait, ceux qui sont revenus à l'indépendance ? Alors à l'indépendance, on a toute une foule de gens qui viennent de l'extérieur, qui veulent aider la révolution, qui sont volontaires, qu'on va appeler les pieds rouges. Oui, parce qu'il y avait les pieds noirs, et ceux qui sont revenus participer à la naissance de ce gouvernement algérien sont les pieds rouges. C'est moins connu, comme expression. C'est moins connu, et surtout, on connaît bien les pieds rouges français. Mais en réalité, il y a un livre important de quelqu'un qui s'appelle Catherine Simon sur ces pieds rouges. Mais en fait, on ne se rend pas bien compte qu'il n'y a pas que des Français dans cette histoire. C'est que le monde entier a voulu aider l'Algérie il y avait des Soviétiques, il y avait des Yougoslaves, il y avait des médecins cubains, il y avait des ingénieurs yougoslaves, il y avait des Tchèques, il y avait beaucoup de gens du monde arabe. Alors là, c'est encore moins bien connu, mais on avait des Égyptiens, des Syriens. En réalité, à partir du cessez-le-feu, beaucoup de gens qui ont milité pour l'indépendance de l'Algérie, qui ont soutenu le Front de Libération Nationale, quelque part ils se disent l'endroit où il faut être dans le monde, c'est Alger. Il faut aller aider. C'est devenu the place to be d'une certaine façon pour tous les mondialistes de l'époque. Mais c'était ça, c'était vraiment, il fallait participer à la naissance de cette nouvelle nation. On n'imagine pas que des communistes libanais avaient pu organiser des manifestations dans des camps de réfugiés palestiniens, des collectes, d'ailleurs on parlait de l'humanitaire, que d'une certaine façon, l'année internationale des réfugiés de 1959, il y a eu des collectes de vêtements. L'Algérie était un des cas pour lesquels les gens collectaient. Donc ça veut dire qu'y compris en Angleterre, en Allemagne, en Finlande, la notion de cette guerre qui était en train d'avoir lieu était connue, mais plus encore, alors là, en Afrique, en Amérique latine, dans le monde arabe, en Asie, c'était vraiment le modèle d'indépendance qui était en train d'avoir lieu. C'était une cause dans laquelle on se reconnaît. Et donc au moment où ce pays atteint son indépendance, beaucoup de gens veulent prendre l'avion, le train, le bateau pour participer et apporter leur aide, des enseignants, des ingénieurs, des militaires, des conseillers, des agronomes, quelqu'un comme René Dumont, qui sera célèbre plus tard. René Dumont, vous avez réussi à feuilleter ses carnets à René Dumont. Alors on a un peu oublié la figure de René Dumont, je crois qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, Dumont. Mais vous avez eu la chance de feuilleter ses carnets. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces carnets ? Alors mon idée, carnets d'Algérie en fait. Oui, c'est ça. Il a été invité par le gouvernement algérien en décembre 1962 pour venir faire une mission. Alors c'est un agronome, plus tard il sera connu pour ses positions très écologistes, mais en fait sa grande question, c'est la question du développement et de la réforme agraire. Comment on peut mener des réformes agraires qui permettent à des pays d'assurer l'approvisionnement de leur population et du coup leur souveraineté. C'est quand même un enjeu colossal. Et en Algérie en 62, on l'a oublié aussi, le risque, c'est le risque de la famine. C'est le risque que l'agriculture ne puisse pas reprendre après le départ. Pourtant, on avait des plaines comme la Mitidja, par exemple, qui étaient des formidables jardins de fruits, de légumes, de blé. Alors justement, c'était des grandes entreprises extrêmement techniques, beaucoup basées sur la technicité, les tracteurs, les machines, donc beaucoup d'ingénieurs, et aussi la connexion avec des réseaux commerciaux qui sont très complexes. Un système bancaire, des prêts, des emprunts, la vente, l'achat. Une fois que tous ces Français quittent, les ouvriers reprennent, ils assurent eux-mêmes, souvent en autogestion, dès le printemps, ils assurent le fonctionnement. Mais une fois qu'ils ont effectué les récoltes, comment ils vendent ? Comment ils entretiennent les machines ? René Dumont fait une tournée de 15 jours à travers le pays et il écrit un article qui a été publié par la suite, qui est le rapport qu'il remet au gouvernement algérien. Mais c'est vrai que moi, je me demandais un peu si on pouvait avoir des détails plus précis sur les paysans qu'il avait rencontrés, les gens qu'il avait interviewés. Donc j'ai réussi à retrouver ces archives et à retrouver ces carnets. C'est le côté populaire. C'est ça, quand vous dites populaire, c'est-à-dire que vous vous êtes intéressé aux gens, finalement, comment ils ont vécu cette transition et comment on est passé d'un état à un autre. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, on n'a pas claqué des doigts, il a fallu que tout ça s'installe et se mette en place. Alors la frustration, par exemple, avec les papiers de René Dumont, c'est le fait qu'en réalité, ces carnets, ils sont écrits pour lui-même, donc ils sont pratiquement illisibles.
Mais si on est très patient, on arrive à trouver les noms des personnes. Alors il va à un endroit précis, il va, je sais pas, à Tieret, il va dans la ferme Tartampion, il rencontre telle ou telle personne et il dit, cette personne c'est un ancien combattant, il s'est installé là, il possède 2 hectares, il possède 2 poules, lui son but. Alors est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec la collectivisation de la terre? Souvent les gens disent non, moi j'aimerais bien garder mes 2 hectares. Qui faisait partie des réformes. Qui faisait partie des réformes qui étaient dans l'air et dont le but c'était aussi de voir est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que les gens vont adhérer ou pas. Et du coup, on comprend, lui, son enjeu, c'est de savoir, par exemple, sur les anciennes grandes propriétés, est-ce qu'il y a des techniciens, des gens qui sont suffisamment formés? Souvent, il n'y en a pas. Lui, il s'inquiète quand il se rend compte qu'on donne beaucoup de responsabilités à des anciens combattants. Mais souvent, ces anciens combattants, c'était eux les anciens ouvriers agricoles, en réalité. Donc, il est embêté parce qu'on n'a pas la technicité qu'il faudrait, mais en même temps, il se rend bien compte de la nécessité sociale de donner des emplois à ces gens, et il nous met face à la quadrature du cercle de cette année-là, c'est-à-dire on a besoin de compétences et on n'en a pas parce qu'on a été soumis à la colonisation et qu'il y a très peu de gens formés, et en même temps, il y a des enjeux sociaux immédiats, nourrir, donner du travail et trouver une place dans la société pour les anciens combattants qui ont tant sacrifié pour l'indépendance du pays. Vous avez eu la chance de rencontrer des acteurs de cette époque. Je pense que dans 10 ans, ça sera beaucoup plus compliqué. Vous racontez que vous rencontrez l'ancien chauffeur de Ferhat Abbas en 2017 par le hasard d'une promenade à Sétif. Qu'est-ce que cet ancien chauffeur de Ferhat Abbas a conservé avec lui et qu'est-ce que ça vous apprend dans la façon dont l'Algérie administrée par la France fonctionnait ? Oui, alors cette rencontre, elle est extraordinaire et en plus, elle est vraiment le fait du hasard. J'étais à Sétif pour présenter un livre précédent. J'avais été invitée par une association, un monsieur qui d'ailleurs est lui-même interviewé ailleurs dans le livre, monsieur Lamèche, qui me racontait lui-même comment il avait vécu 1962 et qui me montrait les lieux où les manifestations de 1962, les festivités avaient été organisées. Et on rencontre ce monsieur qu'il me présente en me disant justement, c'est le... Lesquelles festivités? Parce que ça a été une année de festivités. Ça a été une année de festivités complètement dingue, celle autour du 5 juillet, celle du début Celle juillet. De l'indépendance. Celle de l'indépendance. Pas celle d'après les accords d'Évian. Non, celle de l'indépendance qui était beaucoup plus publique, qui était à travers Il y a plus d'images sur celle-là. Ouais. Beaucoup plus d'images, et puis les grandes artères, les grandes rues, les grandes... Et ce monsieur me... sort de son portefeuille un document qu'il a plastifié, qu'il a conservé de 1962. Alors plastifié, pourquoi ? Parce que comme ça, il peut le garder avec lui. Il va pas se défaire, il va pas se déchirer. Qui est en fait le laissez-passer qu'il avait en 1962 pour pouvoir conduire Ferhat Abbas lorsque Ferhat Abbas est allé dans la région d'Oran pour rencontrer Ben Bella et faire allégeance en quelque sorte à Ben Bella. Et ce qui est très touchant dans ces documents de 1962, c'est le cas aussi, par exemple, quand les gens vous montrent la première carte d'identité qu'ils ont eue, par exemple, qui est numérotée avec un tout petit numéro, et qui est souvent, ce sont des documents très simples où le tampon algérien est très très simple parce qu'on n'a pas encore dessiné le tampon officiel. Voilà, rien que ça. Mais oui. Ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est tamponné État algérien. Souvent, on a des documents qui sont des documents français où on a raturé État français ou préfecture, etc. Et on a remplacé par une mention hyper sommaire pour dire c'est le début de l'État algérien. Mais c'est un laissez-passer. C'est un laissez-passer parce que, en fait, malgré tout, 62, c'est d'une certaine façon la fin de la guerre, donc il y a des circulations qui sont plus faciles que dans la période précédente, mais aussi, c'est encore une situation très dangereuse. Vous êtes en train de nous dire qu'en 62, on ne circule pas comme on veut sur le territoire algérien, c'est ça que ça veut dire. Il y a des forces militaires partout, il y a des hommes de l'intérieur, il y a des forces de l'extérieur, d'ailleurs pendant l'été, elles se combattent, il y a des combats, c'est très tendu, ça peut être dangereux, Mais là, on parle d'Algériens, hein. On parle d'Algériens entre eux qui, par exemple, je prends un exemple, les wilayats de l'intérieur, les combattants de l'intérieur, pendant toute la guerre, ils ont eu un certain type de fonctionnement. Vous ne pouviez pas traverser une wilaya qui n'était pas la vôtre sans avoir l'autorisation de cette wilaya. C'est la fin de la guerre. Les hommes rentrent de l'extérieur, les combattants viennent de Tunisie ou du Maroc, ils traversent le pays pour aller vers Alger, et dans certains cas, les wilayats de l'intérieur leur disent non, vous ne traversez pas, c'est notre territoire.
Qui a dit que les règles avaient changé ? Au fond, le cessez-le-feu ne change pas automatiquement la règle du jeu. Jour au lendemain. Et tous ces hommes sont en quelque sorte dans une situation où on dit souvent d'anomie, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus à quelles règles se vouer, ils ne savent plus quelles sont les règles du jeu. Il y a beaucoup de tensions et du coup, ça peut être une situation dangereuse. Il y a beaucoup de gens qui traversent le pays durant cette période-là, des militants, des gens qui ont été avec le GPRA à Tunis, des étrangers qui veulent visiter le pays et qui se disent « Oh, mais nous, on va traverser, on va rentrer par Tunis ou par Rabat et on va aller jusqu'à Alger », et puis qui tout d'un coup se retrouvent au milieu de l'Algérie et se disent « Ouh là là, c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu, ça tire, on se combat et je vais être pris pour un traître, un espion, la partie adverse ». Enfin, il y a encore de la violence alors même que c'est la fin de la guerre. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, Malika Ral publie Algérie 62, une histoire populaire. Vous êtes passé de l'autre côté de l'histoire officielle pour vous intéresser aux gens. Comment ces Algériens ont vécu cette année de l'indépendance et tout ce qui s'est passé dans cette année 62. On en parle ce matin. Vous êtes, et parce que c'est l'ennemi de l'historienne que vous êtes, allé de l'autre côté aussi des mythes, de cette histoire mythifiée, de toutes ces rumeurs qui existent. On va prendre... on va aller, alors vous prenez le cas d'Oran par exemple, Oran 62. Alors pourquoi déjà, on parle de l'été 62, pourquoi finalement cet événement ne s'est pas également vraiment passé comme l'histoire le retient ? Oui, alors en fait, il y a un paradoxe à 1962 que j'ai mis un moment à saisir exactement. On dit souvent en histoire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ce qui est paradoxal avec 62, c'est que les vainqueurs sont d'une certaine façon les Algériens qui atteignent leur indépendance. Et on a beaucoup entendu, et on l'entend encore jusqu'à maintenant, que les Français d'Algérie ont été en quelque sorte les vaincus de cette histoire. Or, paradoxalement, en France, surtout cette histoire de l'indépendance, elle est connue par leurs témoignages, elle est connue par leurs récits, par leurs ouvrages, par ce qui se comprend. Parce que d'une certaine façon, l'histoire française de 62, c'est l'histoire du départ de ces pieds noirs que l'on suit jusqu'à leur arrivée en France, leur installation souvent douloureuse, le fait que accueillir presque 1 million de personnes sur quelques mois, c'est difficile, que leurs conditions socio-économiques ont été souvent douloureuses. Mais ce qui était étrange, c'est que côté algérien, on n'a pas une histoire en miroir de cela, que les histoires souvent quotidiennes ou familiales, elles n'ont pas été beaucoup racontées. Et du coup, c'était ça un peu le but. Alors, dans cette inégalité de récits, il y a des événements qui se sont construits comme des événements dramatiques. On va comprendre pourquoi. C'est le cas, par exemple, de ce qui se déroule à Oran en 1962. Ce qui se déroule à Oran en 1962 a souvent été résumé de deux façons qui ne vont pas. On a souvent résumé ça au seul 5 juillet 1962 et au fait que le 5 juillet, il y a des violences, il y a du massacre dans les rues d'Oran. De quoi s'agit-il ? Les festivités démarrent à Oran comme dans d'autres villes. Il y a une très grande ferveur, une très grande excitation. Dans cette ferveur, quelque chose se passe. Il y a des tirs, il y a des rumeurs qui circulent et démarre un massacre dans lequel un certain nombre d'Européens sont enlevés et sont assassinés. Alors il y a la rumeur de ces enlèvements qui va gonfler. Alors cette rumeur, elle devient énorme dans les semaines et les mois qui suivent. Et il y a un problème avec cette façon de raconter l'événement, c'est que du coup, ça réduit l'événement de deux façons. On réduit l'événement aux seuls Européens, c'est-à-dire que ce qui se passe le 5 juillet ne serait qu'un massacre d'Européens, c'est inexact. Il y a aussi des Algériens dont on ne connaît pas le nombre, qui sont visés dans ces violences. Donc on comprend très bien pourquoi c'est un événement ultra traumatique pour les Européens d'Oran, qui sont très nombreux, qui racontent ensuite cette histoire, mais ils ne sont pas les seuls à avoir été visés. Et le deuxième problème, c'est qu'on réduit l'événement au seul 5 juillet, alors même que Oran est un événement qui débute beaucoup plus toute l'année en fait. Toute l'année 1962. Au début de l'année 62 déjà. Il n'y a rien qui va à Oran par rapport aux autres villes du pays. Dès le début de 1962, tout de suite, les témoins de l'époque disent il se passe quelque chose à Oran. La violence qui existe ailleurs dans le pays, elle existe à Alger par exemple, la violence de l'organisation armée secrète de l'OAS, mais elle est infiniment plus grande à Oran.
Pourquoi ? Parce que c'est le bastion de l'Algérie française, c'est De l'OAS. la grande ville française, et du coup les soutiens populaires y sont très forts. Comment ça se manifeste ? Par le fait que les quartiers algériens sont assiégés, qu'on bombarde, qu'il y a des snipers qui tuent les habitants à l'intérieur de ces quartiers, qu'il y a des snipers qui tuent les habitants dès qu'ils sortent de ces quartiers, que ces quartiers sont affamés, ont du mal à se ravitailler, que à Oran comme dans d'autres villes, les blessés de l'OAS qui vont dans des hôpitaux publics sont achevés par l'OAS dans les hôpitaux. Donc le degré de violence est beaucoup plus grand à Oran qu'ailleurs. Et aussi, cette violence de l'OAS, elle dure presque jusqu'au 1er juillet. Elle dure jusqu'à la toute fin du mois de juin. À Alger, elle s'arrête plus tôt, elle s'arrête presque 10 jours plus tôt. Et du coup, à Alger, la tension, elle a le temps de redescendre un peu. À Oran, c'est pas le cas. On passe sans transition de la violence de l'OAS à la festivité du 5 juillet. Et du coup, dans cette atmosphère d'excitation très forte du 5 juillet, lorsqu'il y a des rumeurs qui disent l'OAS a tué des femmes dans les bus, a tiré sur... en fait, c'est tout à fait vraisemblable. C'est faux, mais c'est vraisemblable. Et ces rumeurs se répandent comme des traînées de feu et nourrissent en quelque sorte la violence vengeresse qui vise à la fois des Européens et vise tous les Algériens qui sont convaincus d'avoir d'une façon ou d'une autre collaboré avec l'occupant français. Vous prenez des histoires qui ont circulé, qui sont devenues des mythes et qui font partie de l'histoire. Par exemple, l'histoire du sang volé. Oui, alors ça, c'est le cas dans toute l'Algérie dès le début de l'année 1962. À mesure qu'on s'approche du cessez-le-feu, on a des rumeurs qui disent que des Français sont enlevés par le FLN, qui les amènent dans des lieux pour leur voler leur sang, pour les utiliser pour transfuser des blessés algériens de l'OAS qui auraient été enlevés des hôpitaux publics et amenés dans des cliniques de fortune, que le FLN aurait eu besoin de ce sang pour permettre à ces blessés de survivre. C'est évidemment faux. Mais ces rumeurs... Mais ça part d'où ? Parce qu'une rumeur, ça part quand même toujours d'un fait. Oui, il y a des enlèvements d'Européens qui existent. Par ailleurs, on sait... Par le FLN par tout le monde, on est dans une situation de chaos, on est dans une situation où il n'y a pas d'autorité algérienne structurée qui soit présente sur le territoire. On est dans la période avant l'indépendance, ça veut dire le gouvernement est à l'extérieur, ça veut dire toute l'armée des frontières est à l'extérieur. Donc on a très peu d'hommes en fait à l'intérieur, ils ont énormément de mal à affirmer leur autorité sur tout et tout le monde. Donc effectivement, on a du banditisme, on a des gens qui mettent en place des barrages, on a probablement des gens qui enlèvent en grand nombre. On n'a pas des gens qui enlèvent pour voler le sang. C'est quelque chose qui n'existe pas. Mais cette rumeur du sang volé, on comprend bien sa portée symbolique. C'est-à-dire, ces Algériens qui sont à deux doigts de trouver leur indépendance, ils sont en train de voler la substantifique moelle, en quelque sorte, l'énergie, la force vitale des Français d'Algérie pour construire leur pays nouveau. Vous vous intéressez à la vraie histoire de ce qu'on a appelé les biens vacants. Ça, c'est super intéressant, finalement. Et c'est une histoire qui s'est terminée il y a peu de temps, en fait, l'histoire des biens vacants, quand on y pense. En vrai, elle ne s'est pas encore terminée. C'est-à-dire que dans le langage courant en Algérie aujourd'hui, cette notion de bien vacant, elle est tout le temps utilisée. On en a tout le temps besoin pour parler de la propriété d'un appartement, d'une maison, de quelque chose qu'on a obtenu ou pas obtenu. De quoi s'agit-il ? 650 000 Français quittent le pays durant l'année 1962. On est dans une situation où un tiers de la population algérienne est sans logis en 1962. Donc en réalité, très vite, les logements ainsi vidés de leurs habitants sont réoccupés par des Algériens. Il n'y a pas beaucoup de choix. On a énormément de gens qui circulent, donc des gens qui vont s'installer dans un appartement, puis le laisser, le donner, en être chassé, être remplacé par d'autres. Tout le monde bouge durant cette période. Et du coup, la question que je me suis posée au bout d'un moment, c'était la question de savoir, mais en fait, on connaît bien l'histoire de ceux qui sont partis, des biens qu'ils ont dû abandonner, de leur richesse, de leur lutte quelquefois pour retrouver la propriété de ces biens, mais la question inverse, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés dans ces appartements, comment ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les titres de propriété ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les objets qu'ils ont trouvés ? Et quand j'ai commencé à vous posez une question, que sont devenus les meubles de ces appartements ? Et vous aviez un antiquaire à côté de chez vous, à Alger, et ça part de là quand même finalement l'histoire, puisqu'on a retrouvé
ces meubles qui subitement se sont retrouvés sur le marché? En fait, j'ai découvert très peu, mais quelques annotations de personnes qui avaient vécu cette époque-là et qui disaient, mais oui, l'Algérie était le plus grand marché aux puces de la Méditerranée. Vous pouviez très facilement acheter une armoire normande ou un piano ou un violon ou des livres ou des BD. Beaucoup de jeunes qui disent « Ah ben oui, pour une bouchée de pain, on pouvait acheter des collections entières de BD. » Et du coup, ça nous a... voilà, c'était ça la richesse de notre jeunesse. C'était le fait de pouvoir s'offrir tout à coup ces biens. Mais aussi, finalement, quand on pose la question comme ça aux familles, ça ressort tout de suite, et je ne savais pas qu'on pouvait poser la question, y compris par exemple dans ma propre famille. Ma mère a assisté à la présentation du livre il y a quelques semaines, et elle m'a dit, mais tu sais, notre horloge en petit marbre noir, super française en fait, elle vient de chez tes grands-parents à Alger, et elle était dans leur appartement qu'ils ont occupé dans les années 60. Et elle a alors de circulation en circulation, elle s'est retrouvée chez mes parents quand j'étais enfant. Je n'avais aucune idée que cette horloge super franchouille avait une histoire algérienne en quelque sorte. Et toutes les familles ont des histoires comme ça. Il y avait toutes les familles qui ont pu occuper et bénéficier de ces biens. Il y a des cartons de photos qui parfois ont été détruits ou ont été mis de côté, ou des livres, ou des biens qui du coup permettaient de montrer une certaine distinction des biens français, qui permettaient de montrer qu'on était un peu d'une classe supérieure, parce que nous, tout à coup, on allait s'asseoir sur des tables hautes plutôt que la meïda basse. D'autres, au contraire, qui disaient non, cette table haute, c'était français, c'était très français. Donc dans certains milieux, c'était un objet de distinction, et dans d'autres, c'était un objet très étranger dont on voulait se débarrasser pour revenir à ce qui nous mettait le plus à l'aise, c'est-à-dire des choses basses, des familles où on a gardé très précieusement, parce que c'était ça la richesse de la famille, ces biens qui avaient été obtenus en 62, et d'autres familles où on disait non, dormir dans le lit de gens étrangers à notre famille, c'est inacceptable, il faut se débarrasser de ces biens et les remplacer par nos propres objets. Vous vous intéressez également à la culture de 62. Qu'est-ce que vous retenez comme film à voir sur cette année 62? Alors, il y a des choses connues et des choses moins bien connues. Par exemple... on a Vautier quand même. On a, alors, René Vautier. Avec Rachdi qui... produisent l'un des premiers films de l'Algérie indépendante en 1964, donc qui réutilisent des rushs réalisés par leurs étudiants en cinéma en 1962-63 et qui s'ouvrent avec cette vue aérienne d'Alger et une voix off qui effectue le retournement spatial, qui filme Alger en disant « Il est venu le temps ». Bienvenue dans le ciel que nous avons aménagé pour vous. Avec, vous l'aimez ce film ou pas? Je suis partagée parce que... On sent que vous êtes très partagée par ce document. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très énervant parce que c'est un film très propagande, révolution agraire, etc. Donc il ne m'avait pas trop plu. Je trouvais que c'était de la propagande très FLN de l'époque. Et puis en le revoyant, en préparant ce livre, je me suis rendu compte que derrière ça, il y avait quelque chose de super touchant qui était ça en fait. Ça s'appelle comment pour ceux qui nous écoutent, qui pourraient voir ça? Pardon, le titre m'échappe, c'est pas Algérie année zéro, Peuple en marche. Voilà, c'est Peuple ça. en marche. Donc il effectue avec sa voix ce retournement et ça fait écho à l'autre premier film algérien qui est le film Une si jeune paix. Qui, alors là pour le coup, n'est pas un documentaire, mais est un film de fiction qui raconte l'histoire de deux enfants algériens durant la période transitoire, des orphelins de la guerre, et qui lui aussi commence avec une scène d'Alger vue d'avion. Et qui lui aussi effectue le retournement spatial, c'est-à-dire cet Alger qu'on voyait d'avion, la vue d'avion c'est quand même une vue du pouvoir, c'est une vue de l'armée française, c'est une vue de la domination, mais là tout d'un coup cette vue d'avion elle est utilisée pour dire l'indépendance et avec un zoom sur une grande maison française où on s'approche du portail avec la grille et puis la grille est cassée, le portail s'ouvre et ces enfants orphelins rentrent dans la maison qui va devenir le foyer de ces enfants orphelins. Et ça vraiment de nouveau la voix off commence Nanzoro il el Jazair, regardons l'Algérie, c'est-à-dire tout d'un coup sortons du regard colonial qui nous a niés pendant si longtemps pour regarder ce pays qui est désormais le nôtre. Malika Ral, vous êtes une historienne des détails.
Ah oui, ces détails sont parlants, les anecdotes sont parlantes. Ah ouais, non, vraiment. Bon, votre livre, c'est un bonheur à lire. Je vous vois tous les 10 ans, mais bon, faut vous laisser le temps de décrire. Vous prenez le temps. Une histoire... Alors, Algérie 62, une histoire populaire, ça vient de sortir à la découverte. Merci d'avoir été avec nous. Vous pourrez réécouter d'ailleurs l'émission en podcast et voir la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée sur Beurre FM. À bientôt, Malika. À bientôt, pas dans 10 ans. Pas dans 10 ans, hein.